Okay, now it's recording. Ok, oh non, non, refais parce qu'on fait ensemble. Ok. Ici, on parle cinéma. Ici, on parle français. Ici, c'est C'est noir. Ok, cut. Bienvenue chez Noirflix, où la culture rencontre l'écran. Moi, c'est Effie. Et moi, c'est Aïda. Ici, on parle cinéma. Ici, on parle français. Ici, c'est noir. Ow! Yo! Girl! Don't I tell tapped me. it on my fucking Girl, finger! that's what you deserve. Girl, shut up! Ici, on parle... That's what you got. Girl, now. fuck you! Épisode 4! Épisode number 4. 4 on your mama. Okay? Who would have thought? Who Look would at have us. thought? Look at us. Not me. Surtout avec la journée de merde qu'on a eu aujourd'hui. La une des hommes, j'ai même pas envie d'en parler, sinon je vais chialer. Don't even get into it. Alors aujourd'hui, c'est une journée assez importante parce que c'est la journée internationale du souvenir des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. Oui, je l'ai lu parce que c'est quand même beaucoup de mots ensemble. Ouais, on voulait pas avoir... Exact. Du coup, aujourd'hui, on va rester dans le thème. Exact. Donc, ce sont les films qui se tournent autour de tout ce qui est l'esclavage et tout ce qui en découle. Donc, voilà. Et pourquoi? Ben, parce que lorsqu'on parle précisément de représentation noire, quelque chose qu'on peut remarquer assez fréquemment, c'est que une bonne partie de la représentation noire, c'est dans ce type de film, et on est fatigué. On est fatigué. Vraiment, on est fatigué, et on s'est dit pourquoi pas traiter le sujet puisqu'on est déjà dans le thème, le disséquer, etc. Vous nous connaissez, et on va en parler, quoi. Exactement. Alors déjà, je tiens à dire, moi, que est-ce que tu savais pourquoi est-ce que depuis genre 20 ans, il y a autant de films sur l'esclavage et la ségrégation, etc. Après, j'ai envie de dire non, mais j'ai quand même une idée. Donc, je sais pas Vas-y, si dis-moi, tu vas me donner... ça m'intéresse de savoir, juste au cas où. Tu me dis les dernières années, pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de films sur l'esclavage? Ouais, c'est genre 20 dernières années. Moi, j'ai l'impression que c'est parce que déjà, il y a un peu plus... Bon, après, je sais pas dans quel contexte on parle. Moi, je parle vraiment en termes d'Amérique du Nord. Ah, c'est plutôt eux qui font les films sur l'esclavage. Ouais, exact. De toute façon, j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a un peu plus d'accès dans le monde du cinéma aux personnes noires. Et il y a cette volonté de vouloir raconter notre histoire, etc. Enfin, valider notre historique en tant que noir, américain, etc. Mais là, c'est devenu quelque chose que je dirais qu'on kiffe trop, en fait. Et c'est pour ça qu'on voit que... Je pense qu'avec Roots, déjà, ça a bien marché. C'est une série qui a duré pendant très longtemps. Et comme on a vu un succès avec ça, il y a eu... Enfin, ça a créé un thème dans ces films. Et aussi une opportunité de pouvoir caster... avoir des noirs dans le casting, un casting de noirs complet. Donc, pour moi, je le vois vraiment comme une opportunité, mais une opportunité qui a été trop utilisée. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'avec Roots, donc, qui est Racine, qui retrace un peu l'histoire de Kunta Kinte et de ses descendants, on a eu le premier film qui a vraiment parlé la première série qui a vraiment parlé des effets de l'esclavage et qui a vraiment été crue. Et je pense que c'est ça qui a créé aussi cet engouement autour des films sur les esclaves. Ces dernières années, pourquoi est-ce qu'il y a autant de films comme ça? Des sociologues ont fait une étude et apparemment, ce serait depuis l'investiture du président Barack Obama. Donc, on appelle ça l'effet Obama. Ouais. L'effet... Et je te jure que je l'ai lu tout à l'heure en faisant des recherches. Je l'ai lu et apparemment, l'investiture du président en Amérique a créé ce changement, cette idée de nous allons parler maintenant du passé. Regardez, maintenant, il y a un noir président. Il faut plus de films où on parle des noirs, de l'histoire des Afro-Américains. Et l'histoire des Afro-Américains, c'est quand même très basé sur... l'esclavage, parce que c'est un peu la raison pour laquelle ils sont en Amérique. Exact. Du coup, ouais, c'est pour ça qu'il y a énormément de films dessus. Maintenant, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que enough, il y en a trop. On est fatigué. On est fatigué. Matin, midi, soir, esclave. Et aussi, enfin, pour moi, j'ai l'impression que ça commence à devenir un kink. Genre en mode, non, vraiment, j'ai l'impression que ça commence à devenir un kink parce que moi, je suis désolée, je sais pas pour toi, mais quand je regarde, enfin, le peu de films sur l'esclavage que j'ai regardé, parce que ça, c'est le genre de film vraiment qui m'énerve, genre, c'est quelque chose qui nous fait revivre le trauma, etc. Et on va même rentrer dans certains thèmes qu'on a abordés dans le premier épisode, dont le trauma porn. Mais j'ai l'impression que quand je vois surtout les personnes blanches qui sont castées dans ces rôles pour jouer le rôle esclavagistes, etc. Ils kiffent trop ça, en fait. Non, arrête. Non, ils sont trop dans le thème. Ils sont trop dans le thème. Je suis sûre, il y en a, ils sont traumatisés en mode... Moi, j'ai l'impression, ils vont chercher ça dans un endroit qui est très familier. Parce que vraiment... C'est plus du méthodative, là, c'est du... Genre, le directeur est là, cut! Il a dit
j'ai l'impression que c'est ça qui se passe. J'en suis très sérieuse parce que vraiment, genre, je comprends pas à quel moment, déjà, je comprends que tu veux tourner dans un truc, mais tu peux faire crari que, moi, ça me rend mal à l'aise, mais t'es un peu trop bien. Même un acteur qui est nul de base, il va être dans ce rôle-là et tout à coup, waouh. Ça c'est la nature, une performance. White people. Non, franchement, Yes. après, là, j'ai regardé, parce que je voulais me mettre un peu dans le mood, j'ai regardé 2 films là sur l'esclavage. Alors moi, je suis comme toi, je refuse de voir ce genre de film. C'est-à-dire que j'en ai vu, ok, j'ai regardé 12 Years a Slave. D'accord, j'ai regardé Le Majordome qui était un peu moins dessus, même si ça touchait quand même un peu à ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est bon, t'as le topo. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de trauma, voilà, on sait ce qui se passe. Des malheurs, de la souffrance. Exactement. T'as regardé 2 films sur l'esclavage, voilà. Après, est-ce que j'en veux aux Américains de vouloir parler de ce pan de leur histoire? Non. Mais je pense que même les Afro-Américains sont fatigués d'avoir cette surreprésentation de films sur l'esclavage à chaque fois en permanence. C'est-à-dire que le dernier film, là, Émancipation avec Will Smith, est sorti en 2022. Avant ça, t'avais Harriet aussi. Ah, mais je regarde plus de toute façon ce genre de film. Hein. Je ne regarde plus. Je vois les bandes annonces et je laisse passer, quoi, parce que je me dis encore, here we go fucking go again. You know, non, mais c'est vraiment ça. Et si je veux toucher un peu à ce qui se passe en France, par contre, c'est-à-dire que autant en Amérique, il y a beaucoup trop de films sur l'esclavage, sur la ségrégation, sur le racisme en général. En France, il y a une absence totale. J'ai fait des recherches sur des films sur la colonisation ou encore sur l'esclavage. C'est-à-dire que le seul film français qui parle de l'esclavage de ces, on va dire, allez, 30, 40 dernières années, c'est un film humoristique qui s'appelle Casse Départ. Donc le seul film qui va un peu retracer l'histoire de l'esclavage et le rôle qu'a pu jouer la France dans la traite négrière est un film, une comédie française avec Thomas Gijol et Fabrice Eboué. Et est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de film sur... Moi, je pense que c'est tout simplement le fait que la France n'assume pas son passé et ne veut pas, ne veut pas être confrontée à ça. C'est-à-dire que les films sur la colonisation, et je précise que quand je dis colonisation, ici, je parle de la colonisation en Afrique noire. Hein, parce que autant les films sur l'Algérie, il y a ce devoir de mémoire, mais après, j'ai l'impression que c'est poussé par les réalisateurs maghrébins. Pour les films asiatiques et également tout ce qui est guerre d'Indochine, on va avoir des films, mais pour l'Afrique noire, c'est le néant. Absent. Afrique noire entier, etc. Moi, je vais te dire mes raisons parce que franchement, I'm ready to break the fucking internet with this shit. But déjà, de un, comme tu as dit, la France n'assume pas du tout son passé. Et moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment choquée quand j'ai déménagé du Canada. Dis-moi. Et j'ai commencé à faire mes études. Au Québec, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a également, mais j'ai l'impression que c'est peut-être pas appliqué de la même manière. Parce qu'aussi, au Canada, il y a le Canada et il y a le Québec. Et au Québec, il y a ses propres lois, son propre système éducatif. Ah ouais, donc vous êtes vraiment on suit vraiment la France par rapport à beaucoup de choses. On n'a même pas le même système pénal. Ça, c'est juste pour te montrer à quel point le Québec... C'est un peu comme les différents États en Amérique. Exact. Ah ouais, ok. Exact. Mais seulement au Québec. Ok. Le reste du Canada, ils suivent à peu près tous la même chose. Mais le Québec, il y a vraiment des lois précises. Il y a des lois sur la francophonie. Il y a des trucs vraiment genre précis parce que le Québec est vu comme vraiment la communauté francophone au Canada. Et il y a tout un historique autour de la préservation de la culture par rapport à ça. Et même la colonisation, l'arrivée des Français, tout ça. Enfin, il y a tout un historique qui est complètement différent. Et l'histoire du Québec aussi diffère. Je dis ça parce que quand je suis arrivée en France, ça m'a extrêmement choquée quand j'ai compris c'était quoi le truc de la laïcité. Et quand, dans le temps, je faisais mes études à Sciences Po, j'ai vu, il y a un prof parce que j'ai pris des cours moitié français et moitié anglais. Donc, les cours qui étaient en anglais, il y a des profs qui n'avaient pas honte de dire les termes. Et il y a un prof précisément qui nous a avoué que lui, il fait partie d'une liste de professeurs qui ont été bannis, genre qui sont sur une liste noire, like a blacklist, par rapport au gouvernement français. Pourquoi? Pour faire des recherches qui sont basées sur la race, genre vouloir amener ce type de contenu. Et c'est là que j'ai vraiment compris à quel point la France nie, genre, parce que les statistiques, c'est ça qui prouve. Lorsqu'on commence à faire ce type de recherche-là, c'est là qu'on peut ressortir les preuves pour soutenir la discrimination et aussi surtout les injustices systémiques. Et pour moi, cette idée de « oh, on est tous les mêmes, tout le monde est français », c'est le daltonisme le daltonisme racial de la France. Mais aussi un daltonisme qui est fake, parce que tout le monde qui vit ici le sait que c'est pas vrai.
Et pour moi, l'absence de film, c'est vraiment quelque chose qui est rattaché à cette mentalité courante qui se passe en France. Et je trouve ça très dommage parce que c'est quand même une réalité qui est connue, mais je me dis, est-ce que c'est quelque chose qui peut réellement être combattu? Parce que j'ai l'impression que c'est un système qui est vraiment en place pour garder cette, comment je peux dire, enfin les rideaux, enfin se voiler les yeux, tu vois. Ouais, non, mais après, genre, les Français, j'ai envie de dire qu'on est, la France surtout, on est très bon lorsqu'il s'agit de reconnaître ce qu'on a fait de bien dans ce monde. C'est-à-dire que quand on va te parler du fromage, du vin, des droits de l'homme, on va brandir le drapeau tricolore et dire oui, France, France, France. Mais lorsqu'il s'agit de se regarder en face et de regarder les conséquences des politiques, de la politique française dans le monde, là par contre, on est beaucoup moins présent, on est beaucoup moins ok, c'est nous, on assume beaucoup moins, ce qui fait que quand c'est un rapport avec exactement l'esclavage, la colonisation, ce genre de choses, on dit tout simplement ah mais c'est dans le passé, faut oublier maintenant, comme Emmanuel Macron le disait en 2018, il me semble, on est une nouvelle génération, une génération qui n'a pas connu la colonisation. C'est quand même ouf d'avoir un président qui puisse dire ça. Tu vois, donc je pense que c'est aussi, ça se reflète. Encore en cours. Exactement. Je pense que ça se reflète également dans ce que tu disais au niveau de l'absence de films dessus. Et voilà, enfin, il faut faire un travail dessus parce que tant qu'on n'aura pas vraiment fait un travail de profondeur et fait ce devoir de mémoire, parce que c'est quand même, j'ai envie de dire, peut-être thérapeutique d'avoir ce genre de film qui explique un peu notre réalité. Et tu le vois un peu avec Omar Sy qui a fait Tirailleurs, qui quand même touche à certains pans de cette histoire. Je pense que tant qu'on n'aura pas vraiment fait ce devoir, on aura un souci. Mais moi, je vais être honnête avec toi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va être limité le plus que possible. Et je dis même ça au niveau systémique parce que comme on a vu par exemple avec Racine, Roots, lorsque la série-là est sortie, ça a mené vraiment à des mouvements, en fait. Il y a beaucoup de Noirs américains qui ont fait des voyages pour retourner. Ils ont fait des tests d'ADN et des voyages pour retourner en Afrique pour voir d'où ils venaient. Donc, pour moi, je me dis, si on commence à vraiment ressortir ce type de film qui est vraiment propre à l'histoire de la France, ça va faire un carnage. Dégâts. Mais surtout avec la nouvelle génération, les réseaux sociaux, c'est mort. Bon, ça va vraiment... Enfin, moi, ça m'étonne pas. Je pense que la France, elle est vraiment pas prête à assumer son rôle et à se regarder devant le miroir par rapport à ses actions passées. Parce que quand tu te rends compte qu'en France, c'est seulement en 2001 qu'il a été établi que l'esclavage est un crime contre l'humanité à travers la loi Taubira de Christiane Taubira. 2001. C'est quand même... Ça fait pas longtemps, c'est l'âge de certaines personnes ici. Et tu vois ce que je veux dire? Avant ça, donc, on décrétait que l'esclavage n'était pas un crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu des victimes. Ça veut dire qu'il y a eu des bourreaux. S'il y a des victimes et des bourreaux, faut une justice, faut réparation. Et je pense que là aussi, il y aura un souci à ce niveau-là. Ah, mais la réparation, ça, c'est encore un sujet de conversation en Amérique. Et je me dis déjà, l'Amérique, on le voit souvent comme un exemple d'un cas les plus avancés dans ce type de thématique. Donc, je me dis, s'il y a encore, même avec le fait qu'il y a eu un président noir à qui on a carrément déposé le truc sur la table dès qu'il est arrivé à son bureau, je me dis, on est très loin en France de même parler de réparation. Et pour être honnête aussi, on parle de la loi, etc., qui est arrivée en 2001. Je pense que quelque chose d'autre que ce type de reconnaissance amène également, c'est le fait que oui, il y a eu l'esclavage, mais aussi, moi, je trouve qu'on doit parler du fait qu'il y a eu également des répercussions que jusqu'à aujourd'hui qui sont ressenties au niveau systémique, au niveau, psychologique. Il y a tellement de découlés de ce qui s'est passé. Et admettre ça, c'est quelque chose déjà qui va aller beaucoup plus loin que simplement dire, déjà le pardon, les trucs comme ça c'est symbolique, mais les réparations, ça va aller toucher tout ça. Et je suis désolée de dire, mais la France serait fauchée, quoi. Ça serait bankrupt. S'ils devaient tous les pays en soi qui ont colonisé, l'Angleterre, exactement, ils seraient à sec, parce que, voilà, c'est pas quelque chose sur même, je pense même pas que tu peux donner une somme. Parce que je sais pas pour toi l'esclavage, mais à chaque fois j'ai fait des recherches sur ça, sur ce qui s'est passé. J'ai l'impression déjà que t'entends toujours une histoire et ensuite tu vas faire tes recherches et tu te rends compte que c'était pire, beaucoup plus sombre, pire que ce que tu reconnais, des histoires de personnes, on va pas rentrer dans les détails de ça, mais la violence était beaucoup plus loin que notre imaginaire peut même façonner, je dirais. Et du coup c'est une violence qui est retranscrite dans ces films, et moi c'est une violence que j'ai beaucoup
beaucoup de mal à regarder. À digérer. Et ça, c'est tout ce qu'on rapporte au trauma porn. Donc là, précisément, au black trauma porn. Pour moi, c'est vraiment cette idée... déjà, il y a deux aspects que je vois dans ça. Je vois l'aspect de désensibiliser les personnes en leur montrant constamment les mêmes images. Parce que à force, peu importe, on est humain, enfin ça fait partie de notre psychologie, neurologie, whatever. Lorsque tu vois la même chose à maintes reprises, tu vas commencer à t'y habituer. Même si c'est quelque chose d'extrêmement traumatique. Et j'ai l'impression qu'avec les Noirs, montrer constamment, nous montrer surtout dans cette position d'esclaves, de souffrance, etc., ça fait en sorte que ça désensibilise j'allais dire les Blancs, mais en vrai, ouais. Non, mais les gens, disons les termes, les gens à notre souffrance. Ça, c'est d'une part. Mais aussi, je trouve que c'est quelque chose qui renforce notre subordination également, parce que ça nous met dans cette position de, ah ouais, les Noirs, le Noir, l'esclave. Tu vois ce que je veux dire? Genre ça reste dans la tête des personnes. Noir égale souffrance, noir égale esclave, noir égale subordination. Et quand tu penses à du porn, en soi, c'est quelque chose que tu consommes et tu reçois, je dirais pas un plaisir, mais c'est quelque chose qui quand même allume quelque chose en toi ou, c'est un plaisir fugace, c'est un plaisir temporaire. C'est quelque chose de pervers également, tu vois. Et c'est comme ça que je vois le black trauma porn, parce que à travers ces films, c'est ça que ça fait, genre tu finis par t'y habituer. Oh, tu je sais pas comment dire, you indulge, genre ça te like indulging in a desire, like in a ça te t'en demande plus. Exactement, genre le plus mais non, mais pas tu savoures, mais genre pour moi, c'est ça, tu banalises ce qui est en train de se passer, tu associes inconsciemment le corps noir à être tabassé, à être maltraité. C'est limite, quand ça arrive dans un film, tu dis, ah, enfin cette partie. Exact. Et voilà, on s'est habitué. Et moi, le problème que j'ai avec le black trauma porn, je ne dis pas, oh attention, on ne veut plus ce genre de film où les noirs souffrent, non plus de films comme ça. C'est... Quand on a une scène de violence, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? Exact. Est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est juste pour de shock value? Mais c'est ça, et c'est dans cet aspect-là que ça devient pervers, parce qu'après c'est utilisé pour du entertainment. Exactement. Et ça vend, on sait que ça va capturer l'attention de l'audience, et ça c'est tellement fucked up parce que ça déshumanise de ouf. Là, j'ai un exemple flagrant qui me vient en tête, c'est la série Orange is the New Black. Alors, pour ceux qui ont regardé Orange is the New Black, donc je fais partie d'une des rares personnes qui a continué Orange is the New Black. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la série, la fin de la série. Mais c'est vrai que tout le monde a arrêté, il me semble, c'était à la 4e ou à la 5e saison, par rapport à la mort d'une des détenues, qui s'appelait donc Poussey Washington, qui va mourir asphyxiée. Donc elle sera allongée sur le ventre, il y a un des surveillants qui va l'écraser et qui va jusqu'à ce que mort s'en suive. Et ça, on va dire que c'est arrivé 2 ans après la mort du coup de Eric Garner, qui s'est fait également tuer, donc étranglé par plusieurs policiers, il me semble, alors que bon, il me semble qu'il disait je ne peux pas respirer, je ne peux pas respirer à plusieurs reprises et ça a été également filmé. Donc ça, il y a beaucoup de personnes qui, quand ils ont vu la scène, déjà ils étaient choqués. Choqués parce que 2 ans sont passés depuis la mort de Eric Garner, mais c'est quand même une plaie qui est encore vivante, j'ai envie de dire, et de revoir cette scène dans une série comme Orange is the New Black, qui est quand même une série certes dramatique, mais très populaire dans le temps aussi. Très populaire et très humoristique, on va dire quand même. Elle est marrante, la série. Exact. On va dire qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris ce tournant et qui se sont dit ça, c'est du black trauma, c'est pour choquer, c'est pour vendre. Est-ce que c'est réellement pour dénoncer? Non. Je pense qu'il y avait d'autres moyens de dénoncer que reproduire exactement la mort de cette personne. Tu vois. Et je suis tout à fait d'accord aussi parce que, il y a aussi ces conversations qui reviennent souvent lorsqu'on parle des agressions sexuelles, par exemple. Moi, je me rappelais plus exactement le film que j'ai vu tout récemment, mais je sais que c'est quelque chose qui a été applaudi parce que il y a une scène où on montre quelque chose sans nécessairement montrer que c'est une agression sexuelle. Et on a montré ça comme exemple en mode, voilà, vous n'êtes pas nécessairement obligé de montrer la violence qui a été faite à la personne, mais vous pouvez filmer ou mettre des trucs symboliques, des angles, des trucs qui nous laissent savoir ce qui s'est passé. Choquant. Exactement. Mais cette constance qu'on voit à toujours mettre une personne noire dans cette situation,
J'ai vu un film, j'ai oublié le titre en ce moment, mais c'est avec Joey Badass. Le film là, ça m'a tellement énervé. Parce que tout le film, c'était du trauma porn, mais en soi, l'histoire, c'est un homme noir qui passe une soirée avec une jeune femme. Et quand il sort de chez lui, il subit une mort à cause d'une brutalité policière. Et il revit pas le même jour. Il revit le même jour, donc la mort arrête pas d'arriver, peu importe ce qu'il fait, de la même manière. Fatalité. Il meurt de différentes manières qui sont tout autant traumatiques. Et lié au fait qu'il soit noir, je suppose. Exactement. Et je comprends le message en mode de peu importe ce qu'on fait, ce qu'on dit, on va quand même nous faire ça. Mais encore une fois, c'était du trauma porn et à répétition, tu vois. Et ce qui me tue dans tout ça, c'est que je me dis, ils pensent vraiment, like they really think they ate. Genre, ils pensent vraiment qu'ils ont fait quelque chose, c'est ça. Ils pensent qu'ils ont fait quelque chose de légendaire, un message tellement. Mais le truc, c'est que oui, c'est vrai que c'est un message puissant, mais les moyens et les techniques doivent changer parce que, enfin, on en a marre, en fait, de tout le temps être vu de cette manière. Enfin, c'est pas la seule représentation, quoi. Et une personne qui le fait extrêmement bien. Et avant de parler de cette personne, je tiens à dire que aussi un de mes problèmes avec le trauma porn, c'est que c'est souvent écrit pour les blancs, encore une fois, à travers les blancs. Alors qu'une personne, un réalisateur qui a été capable de parler de l'expérience des Noirs, donc ce trauma sans en faire du porn, c'est Jordan Peele. Jordan Peele, parce que vraiment la manière dont il a écrit Get Out, la manière dont il a écrit Us, tu vois, ce genre de film. Moi, alors tu me diras après ce que tu penses, mais moi on fera un dossier à part. J'aime beaucoup la manière dont il écrit les choses parce que vraiment là, tu sens que c'est écrit pour et par des Noirs, tu vois. Et ça te permet d'apprécier le film pleinement. Tu sais que ce qui est mis dans ces films, ce n'est pas fait seulement pour choquer, pour faire « Oh mon Dieu, c'est terrible !» et ensuite continuer vaquer à ses occupations. Il a vraiment fait un travail et ça, c'est ce que j'apprécie énormément avec Jordan Peele. Du coup, le trauma porn il y a eu Lena Waithe, qui a essayé de faire la même chose en faisant une série Amazon Prime avec Them, donc totalement Us, Them, donc elle a copié-collé avec Jordan Peele, elle en a fait une série, donc j'ai pas vu ça. Them, ça s'appelle une série sur une famille noire qui emménage dans un quartier assez huppé blanc, voilà, ils sont pas très très bien accueillis, on s'imagine, mais parce que c'était du black trauma, c'est du black trauma, c'est vraiment des scènes où tu te dis, est-ce qu'il y a vraiment qu'est-ce que la violence là nous apporte? Est-ce qu'il y a un message derrière toute cette violence? Et au final, tu te rends compte que non, c'était juste pour choquer les personnes, parce que maintenant c'est ce qui vend également, choquer les gens. Oh, t'as vu ce film, c'était grave choquant, oh cette scène, etc. Mais derrière, où est le message? On ne sait pas. On voit juste des corps noirs, on voit juste du sang, on voit juste des noirs qui souffrent, et ça nous convient parce qu'on a tellement été habitués avec les films d'esclaves, on a tellement été habitués avec les films sur la ségrégation, on a tellement été habitués avec les films sur le racisme, sur la violence policière, que maintenant, voir un film avec un noir qui a un rôle, j'ai envie de dire banal, qui vit une vie banale, eh bien on va pas trouver ça comme un bon film, ça va pas avoir la promo qu'un film sur l'esclavage, etc. va avoir. Pourquoi? Pourquoi? Enfin, mais tout ça c'est la faute de... on a commencé déjà avec l'esclavage, parce que là on est quand même rentré dans différents types de films et de ça découle de l'esclavage, tout. Ça commence tout à partir de là. Et aussi, c'est ça une des conséquences principales. En étant constamment mis sous cet angle, je dirais présenté d'une manière tellement sensationnelle et avec toutes sortes d'émotions intenses, on n'est pas capable de nous voir sous un angle banal, comme tu as dit, ou un angle autre. Et je pense aussi que c'est une des raisons pourquoi on a les schémas stéréotypés dont on a parlé la dernière fois. C'est à cause de ce genre de choses-là. Ça revient, en vrai, moi je vais ramener ça encore plus avant ça. Cette idée de le noir, la bête animale. Tu vois ce que je veux dire? Parce que dans le temps, même quand on parle par exemple durant la colonisation, l'esclavage, lorsqu'il y avait les cirques où on montrait les noirs comme des animaux, des bêtes, exactement, des bêtes, etc. Vénus autantote, exactement, nos corps, la Vénus autantote. Enfin, elle-même, c'est aller à la disséquer, des trucs comme ça, mettre les parties de son corps dans des musées scientifiques, des trucs comme ça. Girl, what? They really kept her booty, though. No, like, what? Et till this day, jusqu'à aujourd'hui, on sait pas. Ah non, je crois qu'ils ont rendu son corps récemment à l'Afrique du Sud. Mais aussi, ses parties intimes. Ouais, non, ils ont tout disséqué. Et ça, c'est juste pour vous montrer à quel point... C'est pas anodin, ça vient pas d'aujourd'hui. Comme des personnes, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment qu'on nous consomme.
Il y a un poème que j'ai lu quand j'étais à l'université. Il faut vraiment que je le trouve. On va peut-être le mettre dans le editing si je me rappelle du titre. Mais le nom, j'ai l'impression que c'était Bell Hooks, mais je suis pas certaine. Mais ça s'appelait Consuming the Other, qui était consommer l'autre. Et c'est un poème qui parle de comment les personnes, enfin ça parle des différents clients d'un restaurant, je pense qu'il est asiatique, et qui mangent différents mets, etc. Et ça le compare à la la consommation de l'autre. Comment on a cette tendance de vouloir dévorer, de vouloir toujours consommer les corps, les expériences, le trauma de l'autre personne. Et on en veut encore et encore. Et c'est pour ça qu'on voit ces films d'esclavage encore et encore. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour moi, ok, si vous, surtout, c'est toujours, vous faites ça, mais ensuite vous êtes les mêmes personnes qui disent, oh, l'esclavage c'est passé à autre chose. Laissez-nous passer à autre chose alors. Parce que ce que je trouve aussi curieux, il y a énormément de films sur l'esclavage, mais il y a très, 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 très peu de films sur la colonisation. Vraiment, la colonisation, en parler en profondeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a commencé? Et l'histoire de qu'est-ce qui se passait. Et ça, c'est ça qui me dérange le plus. Qu'est-ce qui s'est passé avant en Afrique? Il y a tellement d'histoires. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. C'est quoi les histoires des royaumes? Il n'y a aucun film sur ça. Mais moi, j'ai toujours dit la personne qui va vraiment faire une série genre Game of Thrones sur ça. Je vais t'arrêter parce que c'est le moment aussi pour faire de la petite pub. Il y a maintenant des séries super bien écrites, super bien produites, nigérianes, ou de part et d'autre d'Afrique, qui parlent de contes ancestraux, qui parlent de figures historiques d'avant. Moi, par exemple, je sais qu'il y avait un film qu'on regardait très souvent, et je pense que c'est beaucoup de personnes qui viennent d'Afrique de l'Ouest qui ont regardé le film de l'épopée de Soundiata Keita, par exemple. Ça, tu vois, ça, par exemple, ce genre de film, traumatisé. Quand j'étais petite, il m'a traumatisé. Mais ça, par exemple, c'est un film, ou un autre film qui parlait de contes avec c'est un conte avec un serpent, etc. Je veux dire, il y en a, mais ils ne sont pas assez, alors qu'ils devraient être majoritaires. Ils sont encore que trop peu produits pour vraiment faire du bruit. La preuve, t'étais pas au courant. Tu vois, parce qu'au final, il n'y a pas d'engouement autour. Pourquoi? Parce qu'on voit pas de corps noirs qui souffrent. C'est plus des corps noirs qui souffrent, c'est des histoires de personnes qui sont autonomisées, en fait. Qui ont fait des choses grandes. Exactement. Et ça aussi, je trouve que, si on veut aller plus loin par rapport à ça, ça revient à cette histoire de garder la personne noire dans une position de subordonnée, tu vois. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai vu le travail de Ryan Coogler, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment rendu enthousiaste. J'aime beaucoup. Parce que j'ai l'impression qu'on commence à avoir une nouvelle école de réalisateurs, réalisatrices, écrivaines, metteurs en scène, etc., qui commencent à raconter ces histoires et qui le racontent bien. Et qui veulent parler d'autres choses. Et qui prennent le temps d'aller faire leurs recherches. Genre, je sais que Ryan Coogler, il a été en Afrique, il a visité plusieurs pays. Et c'est pour ça que Black Panther était aussi bon que c'était, parce que ça se voyait que le travail a été fait. Juste sur les tenues, les sons, ça se voyait. Ça se voyait. C'était beau. Une très belle représentation. Donc, je me dis, franchement, it's only a matter of time. Et j'espère vraiment qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vont explorer ces sujets, parce que franchement, l'Afrique a trop d'histoires, et que c'est surtout même par rapport à nos parents qui nous racontent des histoires, etc., des royaumes, des trucs qui se sont passés auparavant, de nos ancêtres et tout. Et ils en parlent avec une telle fierté que ça te donne envie de vouloir le voir à l'écran bien exécuté. Les films nigériens, après, j'ai pas vu, hein. Moi, je parle vraiment des anciens films de Nollywood. Je parle vraiment du truc de qualité, genre, où on a un investissement profond et on voit réellement que le travail a été fait pour assurer que non seulement l'histoire est dite, mais qu'elle est dite d'une bonne manière, d'une manière autonomisante, et avec des acteurs qui viennent aussi de ces backgrounds-là, parce que moi aussi j'ai des problèmes avec ramener des gens qui n'ont pas rapport dans ça. Mais tout ça pour dire que ça soit bien fait. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi. Et quand tu dis que ce soit bien fait, et surtout le côté autonomisant, on va clairement parler du fait que la plupart de ces films sur l'esclavage, la ségrégation, etc., il y a toujours besoin d'avoir ce sauveur blanc. Je suis française et je suis issue de l'immigration, et j'en ai ma claque du sauveur blanc dans le paysage cinématographique français. C'est-à-dire qu'en France, et j'en avais déjà fait une vidéo sur sur TikTok, je parlais du fait que lorsque l'on a des minorités dans des films,
trop souvent, on a ce sauveur blanc. Donc ça, ce serait totalement un trope time. Totalement un trope time. Ouais, totalement. Ce sauveur blanc, il est là en quelque sorte. On est dans un endroit, généralement c'est soit une situation ou un milieu un peu dangereux, un peu défavorisé, où tu es avec, tu as des minorités qui sont en train de souffrir, et tu as toujours ce sauveur blanc qui est là, qui va les éduquer, qui va sauver le jour, qui va les humaniser, qui va les aider, en fait. S'il n'avait pas été là, ce sauveur blanc, eh bien, les minorités seraient toujours dans le noir. Et ça, c'est quelque chose que les Français... Et ça, c'est quelque chose que les Français font à la perfection, surtout dans leur comédie. C'est-à-dire que j'ai une liste, écoutez, j'ai une liste, parce que je veux pas qu'on me dise « Non, mais tu abuses ». J'ai une liste... Alors ça n'a rien à voir avec l'esclavage, mais il y a quand même ce ton paternaliste et colonialiste, donc on va quand même en parler, puisque la France refuse de faire des films sur l'esclavage. Eh bien on va parler des films où il y a des minorités en France. Donc on a Les Héritiers, Samba, Le Brio, Les Compagnons, Entre les murs. J'ai dit Les Héritières, Police, Ténor, La Mélodie, Haute Couture, Intouchable, Mes frères et moi, Au bout des doigts, La Brigade, Le Havre, Ils sont vivants, Abdel et la Comtesse, Les grands esprits, Neuilly sa mère, Aïcha, Fatou la Malienne, Un Indien dans la ville. On en a pour tous les goûts. Et ça, vraiment, je pense qu'on en fera une vidéo entière. Pourquoi, comment, depuis quand. Mais c'est juste pour dire que même les films sur l'esclavage et la ségrégation, et je pense notamment aux Figures de l'ombre, où tu as cette scène. Donc, Les Figures de l'ombre, pour ceux qui ne savent pas, c'est le film sur ces 3 femmes noires qui travaillent à la NASA, qui ont fait participer à une mission super importante. Donc, elles étaient mathématiciennes, il me semble. Et tu as une scène dans le film, donc c'est durant le temps de la ségrégation en Amérique. Tu as une scène dans le film où une des personnes, donc à chaque fois qu'elles devaient aller aux toilettes, elles étaient obligées de traverser tout le campus pour aller dans les toilettes des gens de couleur. Et il y a une scène où à un moment, un des chefs là-bas, qui est interprété par Kevin Costner, qui a énormément de films où il est le white savior dedans, je tiens à dire, il aime trop ça. Kevin Costner, count your days, hein. Pour de vrai. Et il est en train de la confronter en disant, mais comment ça se fait, tu prends autant de temps pour aller aux toilettes? Elle lui a expliqué, et là, elle s'énerve, il y a la scène où elle dit, no, I work like a dog, every day, drinking out of a coffee cup that none of you will drink. Et du coup, à ce moment-là, le grand sauveur blanc qui vient et qui démolit l'affiche qui dit réservé aux blancs, réservé aux noirs. Cette scène n'est jamais arrivée dans la vraie vie. Cette scène n'est jamais arrivée dans la vraie vie. Et quand on a confronté le scénariste, il a dit, bah écoutez, il faut bien qu'il y ait eu des blancs qui fassent la bonne chose, et bien que des noirs qui fassent les bonnes choses. Et c'est ça le problème. Pourquoi est-ce qu'il faut à tout prix dans ces histoires qu'il y ait le blanc qui fasse les bonnes choses? Est-ce que c'est une question de conscience? Moi, j'ai l'impression aussi que c'est... Bon, après là, je commence à rentrer dans mes trucs de complotiste. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est en mode... si c'était pas pour nous, vous seriez pas là. Ouais. C'est comme le film Lincoln. Lincoln, où ils sont en train de dire c'est Lincoln qui a aboli l'esclavage. Il y avait du travail derrière. En fait. Et il y avait du travail avant lui. Et à chaque fois, t'as l'impression qu'au final... Si on n'avait pas eu ce sauveur blanc, la situation, elle n'aurait pas, elle se serait pas passée comme encore voilà. Mais il y en a qui le pensent totalement, hein. Et il y en a qui continuent à le penser jusqu'à aujourd'hui, genre en mode vous nous devez de la reconnaissance. Bien sûr, c'est l'extrême droite, hein. C'est l'extrême droite. Voilà, exactement. Enfin, on peut rentrer dans des discours extrêmement violents si on commence à parler de ça. Mais pour moi, ça, c'est constamment, comme j'ai dit, cette idée de revoir la personne noire dans une position de subordination face au blanc. Parce que là, c'est dit gentiment, tu vois, genre, oh, Dieu merci. Le bon blanc a décidé d'être gentil, de briser les codes. Wow. Et de lui donner accès à des toilettes. Parce que tu sais, les noirs, normalement, c'est des animaux. Ils ne devraient pas avoir les mêmes toilettes que nous, mais cette fois-ci, on a fait une expression. Parce qu'on a fait une exception. Parce qu'il y a des bons blancs. A good white man. I'm tired. Maybe I'm tired. En tout cas, les films sur l'esclavage, tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est pas anodin, enfin, les films actuels, même sur l'esclavage, c'est pas anodin. Donc, déjà, de base, ça part de quelque chose qui s'est passé il y a des années, ok? Mais,
même après l'esclavage, en fait, j'ai l'impression qu'on est toujours en train d'alimenter quelque chose qui, le même thème. Et j'ai lu un très très bon article de Slate qui parle un peu de ce Black Trauma Porn, et il parlait du fait que cette facilité qu'on a à voir des corps noirs être traumatisés, être dans des postures qui sont vraiment inhumaines, ça date de vraiment l'époque où t'avais des blancs, surtout en Amérique, qui s'échangeaient des cartes postales de lynchage. Ensuite, tu as eu les réseaux sociaux des où c'est tellement... des anti également. Genre des abolitionnistes. Exactement. Si on veut goûter aux Français, parce que les Français aussi, on va les mettre dedans, c'est les Français qui, dans le temps colonial, dévêtissaient les femmes noires, les femmes maghrébines, et prenaient des photos tout fiers à côté. Il y a cette aussi idée de maintenant, avec les réseaux, tout est tellement facile, on peut poster une vidéo, elle est virale, poster les corps de combien de vidéos on a d'hommes noirs qui se sont fait tuer. Donc, tout à l'heure, d'ailleurs, on va sûrement couper, mais je confondais Eric Garner et George Floyd parce que j'ai tellement l'habitude de voir ce genre de choses. Il y a Oscar Grant, il y a Tamir Rice. Je peux citer tellement de noms de personnes qui ont souffert en vidéo et ça ne fait plus rien aux gens. Et j'ai envie de dire que maintenant, on est tellement désensibilisés par ça que même les films sur l'esclavage, au final, tu vois, alors que ça devrait pas être aussi facile de produire autant de films dessus, je veux dire. Je veux dire, c'est bien pour devoir de mémoire, mais au bout d'un moment, la mémoire, au bout d'un moment, il faut faire autre chose. Et surtout si, on a vu jusqu'à présent, parce que moi, je pense qu'un des objectifs principaux, peut-être dans le temps aussi, c'était pour avoir cette revendication. Mais dans le temps réel, ça n'a pas vraiment eu de revendication. Il n'y a pas eu de... Il y a une reconnaissance réelle, et ça, je dis que c'est quelque chose qui est très important, c'est un bon début. Mais on est encore à la reconnaissance depuis. Il n'y a pas eu de pardon officiel, il n'y a pas eu de... comment on dit? What's the name of the... When you get money? Réparation? Il n'y a pas eu de réparation. C'est là que tu commences à te demander c'est quoi le but et aussi c'est quoi l'objectif si c'est plus maintenant juste devenu du divertissement. C'est du divertissement. Et ça, je trouve que c'est absolument irrespectueux pour la personne noire en général, tu vois. Et de voir aussi des personnes noires recréer ces schémas, je pense que c'est ça qui me fait le plus mal parce que je me dis... Tu sais que c'est un cash grab. Tu vois, genre, c'est une opportunité facile d'amener les gens au cinéma et tout. Mais maintenant, vas-y, on est saoulés. Genre, tout le monde en a marre. C'est bon. Moi, je regarde plus ces films. Je pense que c'est Django, le dernier film que j'ai vu. Et même là, ça, c'était un peu un twist différent parce qu'on l'a mis dans une espèce d'opposition autonomisante. Mais il y avait même du white saviorism. Ouais, de ouf. Mais il y a tout le temps du white saviorism. Il y en a toujours. C'est vraiment pour moi, genre, un spectrum, parce que ça va de ce qu'on voit à la télé jusqu'à la personne qu'on connaît tous qui a été en Afrique prendre des photos avec les enfants, les petits Africains en mode waouh, je voudrais tous les ramener à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Regardez, il est trop mignon, il m'a appelé maman il me prenait la main, il me cherchait du regard. Exact. C'est Babada. Il s'appelle Babada. Leur phrase préférée. Franchement, ce qui m'inspire chez eux, c'est qu'ils ont le bonheur, tu vois, ils ont la joie. Avec peu. Ils n'ont pas besoin d'argent. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de choses. Regardez, il joue avec ce morceau de terre. Il est super heureux, Babado, avec le morceau de terre. Oui, ensuite, ça rentre à la maison, ça a fait des nattes collées. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Il n'y a aucune action concrète derrière ce genre de truc. Dans tous les cas, la seule chose à faire, c'est refuser de regarder ce genre de film. Faut boycott. Au bout d'un moment, il y en a assez. Assez. Ok. Si vous voulez vraiment vous renseigner sur ce genre de choses, lisez ou à la rigueur regardez des documentaires. Ça c'est réel, c'est pas sensationnalisé. J'en ai ma claque. On est en 2024, je ne veux pas voir de films sur l'esclavage, sauf s'ils sont français, parce que là ce sera autre chose. Ouais, là parce qu'on sera encore dans les débuts quoi avec la France. Ouais. Mais là je pense que cet épisode en soi c'est un appel au changement parce que franchement, merci pour les travaux. Mais il faut qu'on diversifie. Parce que quand je pense à notre podcast, c'est vraiment ça en fait. On demande juste à avoir de la variété, de la diversité. Parce que comme je l'ai dit la dernière fois, c'est ça qui va nous aider à aller beaucoup plus loin dans notre imaginaire en termes de comment est-ce que la personne noire est représentée. La représentation, c'est le pouvoir. Et lorsqu'on nous voit constamment dans ces films d'esclaves, ces films de colonisation, des films sur Jim Crow, franchement, moi j'ai une prof d'anglais là. Non, mais j'ai failli avoir des soucis avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, on est 2 filles noires dans la classe. Elle nous a fait lire To Kill a Mockingbird
pour ceux qui savent pas, To Kill a Mockingbird, je sais même pas s'il y a la version en français. Du silence et des ombres, il est super bien le film. J'ai kiffé, moi, le livre. J'ai l'impression que c'est un livre, par contre, qui est beaucoup plus dans le curriculum anglo. Ah non, ici aussi, il est connu. Il Harper, ouais, je pensais que c'était vraiment américain. Si. Mais on l'a lu en classe. Désolée, on est seulement deux femmes noires. Je sais que ma meilleure amie va voir ça, elle va rigoler. Parce qu'elle est carrément venue parler au professeur après, parce que tout ce qu'elle faisait, c'est dire le N-word. Genre, durant elle a lu chaque N-word du livre. En plus de ça, cerise sur le gâteau, parce que je sais même pas d'où venait le thème. Je pense qu'on parlait de colonisation, quelque chose comme ça. Elle nous a donné je sais pas combien de cours pour nous vendre du black trauma porn. On a même regardé ensemble, en classe, Mississippi Burning, à l'école. Mississippi Burning, pour ceux et celles qui savent pas, c'est un film qui parle déjà c'est une histoire vraie qui est arrivée un peu après la mort des 4 filles dans l'église, qui était une des morts qui a vraiment, je veux dire, bousculé, vraiment amené du pouce au mouvement des droits civils aux États-Unis, Montgomery Church. Et donc ça se passe juste après, et c'est un film qui est rempli de trauma. Ça se passe dans une ville qui est terrorisée par les KKK. Et il y a énormément de scènes violentes. Elle nous a fait regarder ça. Donc c'est tout ça pour dire que franchement, je suis désolée, mais moi qui regarde ça à 13 ans, 14 ans, dans une classe, 13 ans, 14 ans, dans une classe remplie de personnes blanches, étant une des 2 seules filles noires dans la classe, imagine qu'est-ce que ça peut faire à une personne, tu vois. Donc je me dis, oui, je comprends que l'objectif derrière ça est de donner de la reconnaissance, mais pensez également au type de répercussions que ça peut avoir pour les personnes noires. Enfin, c'est notre historique à tous et à toutes, mais on mérite d'avoir de la variété. Combien de films les autres personnes ont sur de la variété? Tu vois ce que je veux dire? Et les blancs ont des films surtout. Les blancs ont des littéralement, films si je vais marquer un film, le film de la meuf là, ils vont me sortir 40 000 films. Non, tu vois, voilà, en fait. Le film sur la meuf qui devient un chat, je vous assure qu'il doit avoir au moins 5 films sur une meuf blanche qui devient un chat. Je veux un film sur une Renoir qui devient un chat. Et pas Catwoman by Halle Berry. Catwoman avec Halle Berry. Non, franchement, j'en ai ma claque. De toute façon, moi, je les regarde pas. Je consomme pas ce genre de film. Je refuse et je vous invite à faire la même chose, parce que je pense que le plus on est saoulé, le moins ils vont les faire. Et de toute façon, j'ai vu quand même qu'il y a eu, ça a diminué quand même. C'est pas autant qu'avant. Non, je trouve que c'est pas autant qu'avant. You find? Moi, après, le dernier film, c'était en 2023. Hein. Ah ouais, parce que je pense... 2022, il y avait Harriet, il y avait Émancipation. C'est pas si loin que ça. Après, j'avoue que la période l'effet Obama, il a eu, on va dire, l'effet que Obama a eu, c'était une catastrophe. Parce que j'ai la liste ici avec les dates. Donc, je te la donne tout de suite. Mais ça m'étonne qu'Obama n'a pas sorti plus de films avec le schéma de Tragic Mulatto. Il n'y a pas eu autant de... Ouais. Bien sûr que si, il y en avait avec le... Mais il n'y en a pas eu autant. C'était plus esclavage, etc. Genre, si je pense vraiment à cette période. Ok. On avait Django en 2012, 12 Years a Slave en 2013, Lincoln en 2012, Le Majordome en 2013, Alice en 2022, The Birth of a Nation en 2016, Harriet, 2019, excuse-moi, Emancipation en 2022. Et ça, c'est juste vraiment sur l'esclavage. Hein. Parce qu'après, tu as tout ce qui est ségrégation qui est aussi... dans cette période-là. Mais et je pense qu'il y a même récemment le film de Emmett Till qui est sorti. Je me rappelle parce que je veux regarder. Mais ça, c'est une histoire, je refuse. Je refuse aussi. Hein. Je refuse. Ça ira. Vraiment. Et même ça, tu vois. Ça te frustre à la fin, c'est juste créer de la frustration. Et aussi, ça fait quoi à ton mental? Rien. Ça te rabaisse. Rien. Tu vois? Et moi, même quand je pense à l'histoire que j'ai racontée par rapport à Mississippi Burning, qu'est-ce que ça fait après les Blancs viennent te voir, genre, oh, je suis désolée. Et t'es là, genre, bro. Really? Get your hands off me! Didn't nobody tell you this was all black party? Huh? Moi, ça me rappelle... Alors, la réaction que tu as eue pour Mississippi Burning, ça me rappelle quand j'étais en cours d'anglais aussi, parce que c'est les profs d'anglais qui sont un peu comme ça. C'était un prof d'anglais! Et je pense que c'est la première fois, je pense que je t'ai peut-être déjà raconté, c'est la première fois où vraiment j'ai été consciente du fait que j'étais noire. C'est-à-dire que, oui, j'ai eu des remarques racistes depuis... bien longtemps, etc. Mais j'avais jamais vu ça comme quelque chose de plus grand que moi-même. C'était pour moi une expérience personnelle. Il y avait en fait, je le rejetais surtout sur le fait qu'il y avait des cons. J'avais pas compris que le racisme, c'est beaucoup plus que la simple remarque que tu te prends dans la rue. Que le racisme tue. Et ça, c'est à l'âge de... il me semble que je devais avoir 14-15 ans. Donc, c'était déjà au moment où je commençais déjà à parler anglais, etc., à comprendre un peu plus. On a notre prof d'anglais qui nous passe un texte d'un article de journal et il nous demande de lire. Tu vois, il y a l'image d'un Renoir, etc. Et je commence à lire, et c'est l'histoire d'un Renoir qui s'appelle Trayvon Martin. Et je lis l'histoire,
Et là, je sens quelque chose qui change. Tu vois, j'ai lu l'histoire et déjà, j'étais en larmes. Tu vois, j'étais en larmes et ça a créé quelque chose. Et j'ai compris que il y avait une grosse différence par rapport à la manière dont j'ai réagi à ce texte et la manière dont les autres. Les autres, c'est un devoir de plus. Et moi, quand j'ai su ça, je me suis dit, mais c'est de mon devoir d'en savoir plus. Je peux pas laisser ça comme ça, tu vois. Ouais. Non, mais Trayvon Martin, ça a vraiment bousculé celle-là. Mais moi... ça a vraiment été la mort qui m'a remis en question et qui a remis ma place dans le monde en question. Je me suis dit, mais attends une minute. En fait... Vraiment, le racisme, c'est pas juste le sale noir que tu peux te pencher à côté. Non, ça tue. Ça tue. Ça a des répercussions et c'est systémique. Enfin, c'est beaucoup plus profond que l'on pense. Et la seule manière qu'on peut vraiment reconnaître ça, c'est d'en parler, de le montrer, de le visibiliser et de le rendre légitime, en fait. Pas d'en faire du divertissement, etc. Genre, ça, c'est nos vies, en fait. C'est nos réalités. Et je trouve que c'est vraiment triste que c'est comme ça que ça se fait, tu vois. Mais bon, les profs d'anglais, je pense que vraiment... Il devrait avoir une partie du lycée où on peut se battre avec un prof. Non, vraiment, parce que... Non, moi, je suis reconnaissante de ce prof d'anglais. Parce qu'il m'a vraiment ouvert les yeux sur quelque chose. Ah non, moi, elle voulait juste dire le N-word. Ah Et quand je lui en ai parlé, quand j'en ai parlé en mode, est-ce que c'est nécessaire de toujours dire, mais oui, ça... Mais tu sais, au Québec, il y a eu toute une polémique par rapport à ça, parce qu'il y a un professeur à l'Université d'Ottawa qui a été call out parce qu'il utilisait le mot en haine durant un de ses cours. Et ça a commencé toute une polémique au Canada. Tout le monde a reconnu le fait que oui, effectivement, lorsqu'on touche certaines œuvres, ce n'est pas nécessaire. Tout le monde, sauf qui? Sauf le Québec. Le Québec a dit c'est notre droit, nos libertés académiques. Ah, mais le Québec, vous êtes vraiment la France des États-Unis. Parce que c'est nos libertés académiques de pouvoir dire le mot en haine. Je me rappelle, j'ai même été dans une conférence où le sujet était abordé dans le thème du travail. Il y a une dame, elle est carrément venue sur Zoom. Elle a crié nègre. Ouais, elle a dit, ouais, j'ai le droit de dire nègre si c'est dans une œuvre et tout. I was like... Mais pourquoi ils veulent autant dire ce mot, moi? C'est ça qui me tue. Je sais pas. Quand tu sais que le mot, l'impact qu'a ce mot. Ouais. Et surtout si la communauté concernée te dit de ne pas dire ce mot. Moi, je pense que c'est justement le fait de défier une communauté. Le fait que, pourquoi vous pouvez, nous, on peut pas. Moi, je pense que c'est plus une question de ça qu'une question de respect, d'une question de académique ou quoi que ce soit. Non, mais si tu sais que quelque chose va faire mal à quelqu'un, pourquoi l'employer? Et surtout, mais encore ça revient à cette question de subordination, mais aussi, surtout, le mot haine a été revendiqué par les Noirs dans une perspective d'autonomisation. Donc, c'est une manière d'enlever, d'arracher le pouvoir et de te remettre à la place. C'est tout. Parce que c'est pas du tout nécessaire. Mais alors, toi, en fait, ici, en France, on dit nègre à la télé, on dit bamboula. Il y a Guerlain, il y avait le scandale de Guerlain, je sais pas si on avait entendu parler. Donc, le créateur de Guerlain qui est dans la télé, qui parle à un moment et qui dit ils travaillent comme des nègres. Et ensuite, qui rajoute en disant je sais pas si les nègres, ils ont toujours travaillé. Des trucs comme ça. Et en France 2, hein. Non, donc mais en prime time, France 2. Il y a des trucs que j'ai vus, j'ai dit non, vous êtes pas assez fâchés en vrai. À partir d'une pâtisserie qui s'appelle Tête de nègre. Non, that's crazy. Un métier qui s'appelle être un nègre. Quand j'y pense, même quand je vais en Guadeloupe, je pense qu'il y a un garage qui s'appelait genre Pierre Nègre. Oh oui, il y a des trucs nègres, il y a des quartiers, etc., négresse et tout, oui. Il y a un ustensile de cuisine qui s'appelle la négresse, par exemple. Quand j'ai travaillé en restauration, on m'a dit, ouais, tu sais comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle une négresse. Et le mec, il répétait négresse, jusqu'à c'est mon chef qui a dû dire, non, on dit pas ça dans ma cuisine. Cœur sur vous, chef, si vous voyez cette vidéo. Cœur sur vous, chef. Et voilà, et c'est le plaisir que la personne avait de dire négresse. Mais ça va pas. Mais non, moi je te dis au Québec, le racisme c'est très présent. Le Québec c'est en vrai une mini-France. Une extension de la France, c'est ce que je vois. Oh, I'm so proud. Ça me fait tellement rire que toi, tu parlais de comment genre ta conscience autour d'être une personne noire c'est venu à ce moment-là. Parce que moi, tu sais, la manière dont j'ai appris que j'étais noire, c'est tellement bête. Comment? Mais j'étais au camp de jour. Et je vais comme si je savais ce que c'est un camp de jour. Un camp de jour, genre un camp d'été, tu sais, les camps. Vous avez ça ici, une colonie. Une colonie. Vous appelez ça une colonie? Colonie de vacances, ouais. Anyways, ciao. Donc, j'étais dans ça. Jour. Colony is crazy. Non, pas tout le temps. Ok. C'est un camp de jour exactement parce que tu rentres à la maison. Ok, d'accord. Il y avait des week-ends de temps en temps dans les bois, des trucs comme ça. Bref, une fois j'étais avec mon groupe. Ouais. Bref, that's something else. Get out. C'était autre chose parce que comment je rentre dans le bus? Dis-toi à Montréal, mais aussi Montréal, il y a des banlieues, tu vois. Ils t'ont dit derrière. Hein? T'es rentré dans le bus, ils ont dit derrière, nigger. Non. Ok, d'accord. You wish. I know you wish, but girl, no. Non. Je suis dans le bus et il y a un enfant qui rentre et l'enfant
a commencé à pleurer, genre, pleurer en me voyant et tout. Et j'étais genre, what the fuck, what's going on? C'est bitch! Who's that L'enfant était comme ça. I was like, what the fuck? Et il avait peur de moi parce qu'il voulait pas me toucher, parce qu'il voulait pas devenir noir. That's crazy. That's fucking crazy. Oh my god. Le Québec, mesdames et Oh messieurs. my god. J'ai rien compris. Oh et quand j'en ai my parlé à ma God. mère, quand je suis arrivée à la maison, T'avais quel âge à ce moment-là? je pensais que j'avais genre 6 ans. Non, ça that's crazy. Non, c'était vraiment un enfant, j'étais bébé. J'étais là, j'ai l'image vive dans ma tête, genre, elle est noire et tout. Et moi, j'étais genre, Elle est noire. elle est noire. Elle est C'est comme ça qu'ils noire. disent ça au Québec. Elle est noire. Et j'étais genre, what is it? Genre, je comprenais pas, tu vois, genre, j'étais là, genre, Wait, what black? I'm brown. she said nigger. Nigger. Bref. Oh putain. Bon, en tout cas, Comme ça. moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens pensent, fuck déjà cette gamine ou ce gamin, c'est une meuf. Hein. C'est un gamin. C'est un gars. Fuck ce mec parce que dans tous les cas, nous, on va rester quoi? Noirs!